Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Alors non, vous ne rêvez pas, c'est bien du Warhammer Age of Sigmar. Et contrairement à ce que je vais bientôt vous dire dans la fac des 2600 abonnés, où je disais que en gros, bon, j'allais pas forcément faire du Age of Sigmar, et ben je me suis quand même dit qu'avec Malign Portent, ce nouveau supplément, j'allais tenter le coup. Donc c'est vrai que comme je l'ai déjà dit, moi Warhammer Age of Sigmar, c'est pas trop mon univers. Donc j'ai des connaissances qui sont plutôt faibles, assez réduites. J'ai pas lu grand chose dessus. Donc ça va être un peu plus difficile bien sûr d'être qualitatif dessus, mais dites-moi quand même, je tente l'aventure quand même, je tente le coup de faire cette vidéo, et puis dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup, ou si je laisse ça à d'autres, et puis voilà. Allez, on y va tout de suite sur Malign Portent. Alors Malign Portent, ça va être un supplément de campagne. Alors il n'y a pas directement dedans forcément une campagne, mais ça va faire avancer l'historique de Warhammer Age of Sigmar. Après, là aussi je suis assez étonné, c'est qu'il y a quand même une bonne grosse dose qui vous rappelle quand même l'origine d'Age of Sigmar par rapport à Warhammer Battle. Donc c'est ce qu'on va retrouver là. Là le sommaire. Alors vous voyez, on remet en avant, il s'appelait comment, le Belvédère, je crois, Belvédère Astronomical, un truc comme ça, qui là va être au cœur en fait de cette publication, parce que c'est en fait c'est des rochers en fait qui ont été, enfin des météorites qui ont été envoyés par Sigmar pour justement aider tous les peuples à essayer de deviner un petit peu l'avenir, parce que justement c'est des pierres magiques. Alors, on va revoir ça un petit peu plus tard. Donc comment utiliser ce livre? Donc là, c'est vrai que cette partie-là, on est vraiment dans du mode assisté, c'est-à-dire qu'on vous dit vraiment, bon, allez, vous allez lire ce livre, alors qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant de ce livre? Alors vous pouvez jouer avec vos amis, vous prenez pas la tête, vous pouvez faire des tournois, vous pouvez faire juste des petits scénarios comme ça, il y a plein de modes de jeu, et c'est vrai qu'on a l'impression que le jeu se cherche encore un petit peu, parce que normalement on ne devrait pas dans une publication vous dire, bon, bah alors voilà, ce livre-là, à quoi il sert, comment l'utiliser. Bon, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment... Ça sous-entend quand même, enfin moi ça me donne l'impression, c'est vrai que comme j'ai beaucoup l'habitude des publications de Warhammer 40 000, ça donne vraiment l'impression que on vous prend par la main en disant tiens, allez, viens, regarde. Bon, ça doit être vrai, hein, parce que Age of Sigmar, c'est sûr que ça a moins de succès pour l'instant que Warhammer 40 000. Alors dans cette partie, on vous dit que c'est un petit passage de fleuve qui vous dit que souvent les occultes, hein, ceux qui peuvent voir un petit peu, qui ont des dons, peuvent voir un petit peu le futur et voient que la mort rôde autour d'eux et la non-vie plutôt que la mort, donc tout ce qui est en rapport avec Nagash, et justement se rapproche et une sombre machination est à l'œuvre. Alors le chaos ascendant, ça, eh bien on va vous raconter en fait ce qui s'est passé, tout simplement. Donc là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails puisque c'est juste l'histoire de Age of Sigmar, tout simplement. Donc voilà, le monde qui fut a été détruit, après les énergies primordiales de la magie se sont rassemblées, agglomérées et ont créé chacune leur propre monde, leur propre réalité. Et Sigmar, du coup, a redécouvert en fait ces mondes-là, il a recherché justement à retrouver tous les dieux de l'ancien monde, dont Nagash, qui l'a libéré pour justement essayer de s'en faire un allié. Alors sur le coup c'était une bonne idée, mais justement ce livre nous dit que c'était pas forcément l'idée du siècle, parce que même si Nagash a été un grand allié dans les débuts, au fur et à mesure il a quand même, il va quand même essayer de tirer la couverture un petit peu sur lui et devenir le dieu, pas le dieu unique peut-être, je sais pas comment on peut appeler ça, mais le régent en tout cas de tous ces royaumes. Donc là on va vous présenter un petit peu les royaumes mortels, le fait qu'ils sont toujours liés par des portes, ça c'est assez important hein, dans Age of Sigmar, pour passer d'un monde à un autre, enfin d'un plan à un autre, je sais pas comment on peut les appeler, d'un royaume à un autre, il faut justement emprunter ces portes-là. Alors on vous dit que les portes ont plusieurs formes, ça peut être soit justement ce qu'on a en décor, ou alors que ça peut être un lac magique, ce genre de choses, que ça peut prendre en fait vraiment différentes formes. Donc après on vous raconte évidemment que Sigmar au bout d'un moment, alors vu que le chaos en fait triomphait de l'ordre sur tous les royaumes, Sigmar s'est détourné en fait de ces mondes, ça c'est le fleuve classique, hein, on le connaît, je pense si vous connaissez Age of Sigmar, s'est détourné de ces mondes là et bien sûr a laissé le champ libre aux dieux du chaos qui ont asservi l'ensemble des peuples libres. Et au bout d'un moment, quand même, Sigmar s'est dit, tiens, je vais peut-être quand même essayer de reconquérir, parce qu'il a eu l'idée de créer les guerriers, je vais pas dire les guerriers tonnerre, parce que ça ferait penser à autre chose, mais tout ce qui est Stormcast,
on entend parfois appeler Sigmarines, hein, ça, on l'entend souvent, ne veuillez pas. Alors justement, là on arrive sur des nouveautés par rapport à... Parce que tout ça en fait on le connaissait déjà, hein, vous voyez, avec les éclairs qui viennent, qui libèrent en fait les Stormcast qui viennent libérer le monde et ainsi de suite. Ça, tout ça c'est pas vraiment neuf, donc je passe un petit peu. Alors les Warscryer Citadel, c'est justement ce que je vous présentais tout à l'heure, c'est-à-dire là ce qu'on voit un petit peu dans le fond, donc le nouveau décor qui n'était pas nouveau il y a de ça quelques années, le décor qui vient de ressortir et qui va justement être dans le fleuve, vraiment intéressant. Donc comme je vous le dis, en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné, voyant que les humains, enfin les peuples avaient du mal, Sigmar a rattrapé en fait une énergie du cosmos, elle a envoyé donc ces météores sur les différents royaumes et alors ce qu'on vous raconte, c'est que ceux qui étaient sensibles, bien sûr, au dieu Sigmar, ceux qui étaient de son côté, se sont tout de suite accaparés en fait ces rochers, ont construit en fait des sortes de belvédères dessus, hein, donc des citadelles, et que ça leur permet justement d'avoir une grande connexion avec le futur, avec l'énergie primordiale de la magie, étant donné que le rocher lui-même est fait d'énergie primordiale magique. Alors bien sûr, hein, ils n'ont pas été les seuls, donc il y a d'autres peuples, peuples du chaos, peuples de la destruction, donc c'est les Uruk, qui ont essayé aussi de s'approprier ces citadelles, mais qu'au fur et à mesure, bon, la première bataille, ça a été de récupérer en fait l'ensemble de ces citadelles. Et là on vous présente le Lord Ordinateur. Alors le Lord Ordinateur, c'est un Stormcast qui lui a pour rôle d'être l'architecte de la construction des édifices qu'on peut avoir au-dessus de ces rochers, donc justement des Warscryer Citadel. Donc c'est à la fois un combattant, à la fois une sorte d'occulte et d'architecte. Il a un rôle un petit peu entre les deux, où justement il doit se charger de faire en sorte que la construction soit parfaite pour lutter justement contre le chaos. Donc là, on a un passage avec les 4 dieux du chaos. Les 4 dieux du chaos qui voient chacun à leur façon l'éveil et le plan de Nagash se révéler. Alors sur Khorne, évidemment, donc Khorne, lui, il aime bien les crânes. Par contre, le problème, c'est qu'il aime bien le sang aussi. Et le problème, c'est qu'avec les armées de squelettes, il n'y a pas du tout de sang. Donc comme ça lui plaît pas, qu'il n'a pas envie de se retrouver assoiffé, il va envoyer justement ses légions pour combattre Nagash. Alors, Tzeentch, lui, ce qu'il aime, c'est le changement. Et le problème, c'est que les squelettes, c'est l'immortalité, la non-vie, l'immobilisme. Et ça, bien sûr, hein, c'est complètement anathème par rapport à ce que souhaite Tzeentch. Donc, lui aussi envoie en fait ses séides pour lutter contre Nagash. Papinurgle, quant à lui, donc il est en train de faire sa petite tambouille, et puis il s'aperçoit que les choses tournent mal, et c'est là justement qu'il a encore une fois les visions avec son chaudron de Nagash, et puis des zombies en fait, et des zombies, des squelettes, de la non-vie. Et le problème, c'est que lui, il peut pas en fait réutiliser les zombies de Nagash, on va dire, pour les infester avec des vers, etc. Parce que le but de Nurgle, c'est ça, hein, c'est de faire à chaque fois le cycle de la vie, c'est-à-dire on meurt et de la pourriture renaît en fait une vie foisonnante. Et le problème, c'est que bien sûr, avec les squelettes, avec Nagash, tout ça va être effacé. Donc voilà, il se rebelle, évidemment. Ensuite, on a Slaanesh, donc qui lui est assez intéressé en fait par Nagash et se dit voilà, Nagash c'est quelqu'un de passionné, d'obsédé même plutôt, donc l'obsession c'est parfait pour Slaanesh, sauf qu'il n'y a pas de célébration, il n'y a pas de décadence, de plaisir charnel, et pour Slaanesh hein, c'est pas possible, hein, on peut pas avoir de l'ambition et ne pas avoir envie d'assouvir toutes ces passions extrêmes. Et ensuite, le 5e dieu, donc le dieu Racornu, qui lui, en fait, voit aussi cette machination d'un mauvais œil. Pourquoi? Parce que lui, son but, c'est de renverser tous les autres dieux du chaos et de se retrouver seul à gouverner, en fait, les royaumes et puis le chaos. Et le problème, c'est que Nagash, en fait, a la possibilité, peut-être, de réduire à néant son plan. Donc, il va envoyer, en fait, aussi tous ses amis, les Skaven, pour s'occuper de Nagash. Donc, vous voyez, tous les dieux du chaos sont contre Nagash. Alors, la Darkroot War Queen. Donc ça, on vous apprend que c'est des guerrières qui sont très très fortes, évidemment, et qui réussissent par la cruauté, par la violence, à se hisser toujours plus haut dans les grades, simplement en tuant, en mutilant leurs adversaires, et que si elles parviennent à unir suffisamment de tribus, donc c'est-à-dire en tuant les chefs des autres tribus, ensuite elles ont un rite de passage où elles peuvent tuer un démon. Si elles réussissent à tuer un démon, elles peuvent s'emparer en fait du titre de War Queen et devenir justement un représentante d'un des dieux pour mener justement des guerres en son nom. Voilà.
Ensuite, donc Fungoid Cave Shaman. Et encore, son vrai nom à lui, au petit perso, ouais, c'est assez costaud. Hein. Je vais même pas le prononcer. Si je le trouve, je vais essayer. Mais alors, comment il s'appelle Snasgar Stinkmulet. Donc lui, ce petit chaman, en fait, il est très attiré par tout ce qui est champignons hallucinogènes. Et là, on vous raconte tout simplement comment il en vient à avoir des visions de la mort, des squelettes, et qu'il se rend compte, en fait, que... en fait, c'est ça, à chaque fois, hein, dans tous les personnages qu'on a vus, là, jusqu'à présent, hein, donc c'est-à-dire la War Queen, et puis, comme il s'appelle, Lord Ordinator, ils ont tous, en fait, des visions, et c'est par ces visions-là qu'ils vont mener, en fait, leur peuple en guerre contre Nagash. Donc lui aussi, hein, son but, c'est de suivre un petit peu les forces des humains un petit peu chaotiques, d'attendre qu'ils se fritent avec les squelettes et puis de ramasser après tous les restes en faisant une grande wag. Alors, Night of Shroud. Night of Shroud, c'est tous les humains, justement, qui sont passés du côté de Nagash, c'est-à-dire qui ont voué leur âme à Nagash. Alors, on vous apprend que, simplement... quand ils se vouent à Nagash, du coup on leur fait un tatouage, et ce tatouage les immunise contre les attraits du chaos. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce tatouage, leur âme reviendra à Nagash quoi qu'il arrive, et dans la mort, ils pourront continuer justement à le servir pour une éternité, et c'est ce qu'ils recherchent en fait, hein. Ils recherchent un peu ce pouvoir. Donc pour réussir à avoir ce pouvoir, souvent c'est de la traîtrise. Donc l'idée c'est qu'avant en fait ce sont des seigneurs guerriers qui luttent justement contre les morts vivants, et puis au final qui finissent par trahir leurs congénères, ouvrir les portes pendant la nuit, tuer leurs enfants, ce genre de choses, et qui du coup accèdent à l'immortalité et la reconnaissance de Nagash. Alors malgré tout, hein, ils sont rongés un petit peu par la culpabilité, et du coup ils finissent par se convaincre qu'en fait ils n'avaient pas le choix et qu'ils étaient obligés de céder à Nagash justement pour ça. Alors, le royaume de Sihish. C'est un peu dur hein, sur les prononciations, surtout quand on ne les a jamais entendus, donc j'improvise. Donc on vous rappelle que c'est le royaume de la mort, et pour tous les peuples en fait. Donc c'est-à-dire qu'il va représenter ce que les peuples en fait imaginent être l'au-delà. C'est-à-dire que pour les Duardins, ils imaginent en fait être dans une caverne géante sans fin, à miner des diamants, tout le reste de l'éternité. C'est ce que ce sera en fait pour eux, donc c'est ce que ça va prendre comme forme. Pour ceux qui pensent que leur âme va être rongée par des lacs de lave ou ce genre de choses, l'enfer tel qu'on l'imagine un peu plus classiquement, ce sera aussi en fait ça. Et c'est ça le pouvoir en fait de Shi, c'est de prendre la forme de ce que les croyances en fait des différents peuples peuvent espérer. Donc on vous apprend que malgré tout, il y a des civilisations humaines qui ont réussi en fait à établir des cités sur ce monde-là. Et que, avec le temps, ils ont toujours lutté contre les morts vivants, la non-vie. Mais alors c'est un petit peu étonnant parce que à la fois en fait, ils se battent avec leurs ancêtres qui sont eux aussi décédés contre les morts vivants contrôlés par Nagash. Voilà. Donc là, on vous apprend un petit peu le plan de Nagash, c'est simplement de récupérer le sable sépulcral. Le sable sépulcral, c'est simplement, on vous dit qu'un grain de sable représente l'existence d'un être dans les royaumes, et que si on parvient en fait à prendre ce grain de sable, le remettre dans un sablier, le retourner, du coup vous allez arrêter en fait la course du temps. Donc voilà, c'est un petit peu mystique, magique, et que le but de Nagash est justement concentrer en fait tout ce sable au sein de sa nécropole et de construire une pyramide immense, la grande pyramide noire, qui est une pyramide inversée et qui va concentrer en fait le pouvoir de ce royaume au sein de sa capitale. Et que du coup, avec toute cette puissance magique, il va devenir bien évidemment de plus en plus puissant. Donc ça fait très longtemps hein, que Nagash il est à l'œuvre, et ça prend très longtemps parce qu'en fait pour ramener, à chaque fois c'est un esclave squelette qui va récupérer un grain de sable, et donc un petit peu à l'image des fourmis, vous avez des longues processions de squelettes qui inlassablement traversent tous les royaumes avec leurs petits grains de sable pour aider Nagash dans sa quête. Donc là on parle de ce qui va se passer, c'est-à-dire que justement donc, les Stormcast sont envoyés pour lutter contre les légions en fait de la non-vie de Nagash. Ils vont rencontrer aussi les tribus guerrières qui elles aussi sont en guerre justement et essayent de trouver le chemin de la cité de Nagash qui est assez difficile a priori. Et au fur et à mesure ils se laissent guider par alors comment il s'appelle, par Raelus Galewaker. Donc qui en fait on va l'apprendre le changelin tout simplement, et qui guide pour Zen justement les hosts Stormcast, hein, pour les envoyer dans des pièges.
Alors après, ça va être assez confus, hein, mais c'est pour représenter justement tous les peuples qui peuvent justement être en conflit à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on va pas avoir de... Ça, c'est vraiment... Alors, je sais pas s'il y aura plusieurs tomes, mais là, on est vraiment sur les débuts de l'histoire. C'est-à-dire que ça vous raconte que les peuples arrivent, ils sont tous en train de se battre, il y a des grands combats, mais personne ne réussit à prendre l'avantage, et que, au final, alors que tout le monde est en train de se battre dans une grande mêlée, les Stormcast invoquent en fait une sorte de super éclair, et qu'ils traversent en fait la Terre, et que justement on trouve qu'en dessous il y a les Skaven qui sont là en train de... Ah non, pas les Skaven, les Zoro, quoi, qui étaient là en train de chercher à s'infiltrer par en dessous en suivant les Stormcast. Et voilà, donc du coup, quelle que soit votre affiliation, vous avez des raisons de vous battre dans ce royaume. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors le temps des vicissitudes, ça vous raconte un petit peu ce qui se passe. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il y a des passages sympas où on vous parle de Shadespire qui est vraiment intégré en fait dans l'historique. Et puis aussi de la petite histoire que j'avais bien aimée, en fait, on vous parle de 2 villes jumelles qui du coup se préparaient à l'invasion en fait des forces de Nagash. Et du coup, dans une des citadelles, on a choisi en fait tout ce qui était mysticisme, c'est-à-dire s'entourer avec de la magie, des petits porte-bonheur, des incantations, ce genre de choses-là. Alors que dans la cité voisine, en fait, jumelle, on a choisi plutôt de fortifier, d'armer, etc. Et on vous apprend que dans un premier temps, la ville justement qui était fortifiée et qui avait beaucoup d'artillerie réussissait à mater un petit peu les squelettes, mais que au fur et à mesure, étant donné que les ordres étaient infinis, enfin quasiment infinis, il y avait tellement évidemment chaque mort se relevait, ainsi de suite, ils se sont fait en fait surpasser, et qu'au contraire c'est à ce moment-là que la ville jumelle qui elle avait choisi justement tout ce qui était un petit peu magie pour résister à l'invasion, s'en sortait un petit peu mieux. Malheureusement, quand la cité jumelle a été conquise, et bien en fait tous les habitants de cette cité se sont relevés pour le compte de Nagash et sont partis justement combattre leur ville jumelle. Ce qui a bien sûr scellé le sort des 2 villes. Voilà, passage un petit peu sympa. Alors ensuite, Splendeur Macabre. Donc là, on va quitter un petit peu le fluff, donc on va voir les différentes figurines. Donc il y a 4 nouvelles figurines qui sont sorties, qui sont ma foi assez jolies. On va les voir en détail un petit peu plus loin. Donc voilà, on apprécie le style toujours de Age of Sigmar, avec des grosses figurines qui remplissent bien les pages. Ah, vous voyez, toujours des figurines très immenses par rapport... alors là, on revoit un peu le Belvédère. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, son nom maintenant, la Citadelle. Alors là, on a les 4 personnages qui sont sortis justement pour la campagne. Donc moi, j'apprécie tous les Stormcast justement sans casque. Je trouve qu'avec le casque, ça les rend un peu impersonnels, ça les rend pas très intéressants, alors que tout de suite, et ça on le voit de plus en plus, il y a de moins en moins de casques, dès qu'il n'y a pas de casque, tout de suite le personnage est plus attachant. Alors la War Queen, elle est très très jolie, en plus elle pourra vous servir dans n'importe quel autre jeu, dès que vous voulez un petit peu une guerrière barbare, très sympa. Le Spectre aussi très réussi. Alors lui par contre c'est plus assumé comme style, mais assez original, assez fun. Il sera moins passe-partout, mais du coup il y aura quand même moyen de l'utiliser alors peut-être dans d'autres jeux ou pas, mais principalement évidemment dans Age of Sigmar. L'avènement des damnés. Donc, on va vous expliquer un petit peu comment jouer, donc les différentes façons, ce que vous pouvez faire. En gros, on vous dit, faites-vous plaisir, faites ce que vous voulez. Donc, royaume de bataille, ça c'est ce que vous pouvez choisir d'intégrer à une partie. Donc, dans votre partie, vous pouvez dire que vous vous battez dans le royaume de la mort, et vous allez à chaque fois tirer au dé pour savoir en fait ce qui va se passer dans cette partie-là. Ensuite, le pouvoir de la mort, c'est en fonction des unités qui vont être détruites et qui vont mourir. En fonction de ça, vous allez pouvoir utiliser le pouvoir de la mort, avec différentes choses. Alors, les sombres présages. Les sombres présages, ça fait penser un petit peu aux stratagèmes qu'on peut retrouver sur 40 000. Donc, en gros, comment ça va se passer? Si la bataille se déroule dans le royaume de la mort, vous avez plus 3 points. Si vous avez un Harbinger, vous avez aussi plus 3 points. Si un héros de votre armée occupe une War Squire Citadel, plus 3 points. Pour chaque Priest ou Wizard de votre armée, plus 1 point. Donc tous les tours, vous capitalisez en fait des points. Et ces points-là, vous pouvez les utiliser dans différents domaines. Donc à chaque fois, on va retrouver donc 6 domaines. Et ces 6 domaines-là, vous voyez, alors si je prends par exemple ici, là pour 5 points, vous pouvez interpréter ce signe juste après avoir choisi une unité amie entièrement à 18 pouces ou moins de l'interprète pour la faire tirer avec votre phase de tir. À cette phase, ajoutez 1 au jet de touche pour l'unité. Voilà. Vous allez avoir comme ça plein de bonus qui sont justement en fonction de l'affiliation. Donc bien sûr, un crâne sanglant, on va voir que ça va être pour les tribus guerrières, le néant noir, la lune funeste, le serpentorve,
Voilà, à chaque fois, ça représente l'idée que les mages et tous ceux qui ont un pouvoir peuvent interpréter certains signes et justement les tirer à leur avantage. Ensuite, vous avez des règles pour le jeu d'escarmouche, avec des petites restrictions justement sur les signes, des petites règles pour les personnages, qui s'appellent les messagers. Alors là aussi, de l'escarmouche. Alors je connais pas du tout le mode escarmouche d'Age of Sigmar, donc je vais vraiment pas rentrer dans les détails, juste je vous le montre, après à vous d'interpréter, à vous de regarder. Là on a un plan de bataille, qui est une mission. Ensuite, plan de bataille narratif, donc ça c'est justement pour les missions narratives, donc là vous respectez en fait l'histoire de ce qui s'est passé vraiment. Donc, là encore, je survole, une autre bataille. Ils viennent d'en dessous, qui a l'air assez sympa, avec différentes zones. Au moins, l'intérêt, c'est que ça vous donne des parties assez amusantes. Double mort, là, qui va se passer avec deux tables. Voilà. Après, plan de bataille rangé, donc ça, c'est des missions plus classiques. Mais oui, il y a quand même pas mal de choses. Après, on vous dit aussi que vous pouvez, si vous le voulez, toutes les jouer les unes à la suite des autres, et puis faire une sorte de campagne comme ceci. Donc là, les war scrolls des différents personnages. Voilà, je laisse regarder. La War Queen. Voilà. Le Fungoid Cave Shaman. Voilà. Le Knight of Shroods. Donc là, on revoit le magnifique décor, qui est plutôt sympathique. Alors après, c'est peut-être un petit peu dommage d'avoir fait ça tout uni comme ça, mais je pense que si on mettait des paillettes, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'assez joli en mode pierre magique. Et donc là, vous avez le War Scroll pour justement avoir tous les bonus sur ce décor. Donc oui, il y a pas mal de choses à faire. Donc je pense qu'ils ont envie vraiment que vous l'intégriez à vos parties. Et accessoirement d'en vendre quelques-uns. Ensuite, profit de bataille rangée. Et voilà. Du coup, on a fait le tour. Donc vous voyez, ça a été assez rapide. J'ai pas mal survolé les choses, étant donné que mes connaissances sur Age of Sigmar sont assez limitées. Donc à vous de me dire en commentaire si ce genre de vidéo est intéressante ou pas. Et puis en fonction des retours, en fonction du nombre de vues, en fonction des likes, eh bien, je verrai si je continue et je m'aventure à nouveau sur autre chose, enfin sur du Age of Sigmar que je maîtrise un peu moins. Voilà. Et ben, je vous donne rendez-vous bientôt. Et puis pendant ce temps-là, profitez bien, amusez-vous bien. À bientôt.